Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter là. Si jamais, par contre, le jeu se termine dans les 10 minutes qui viennent, je collerai peut-être l'épisode, je sais pas, je verrai. Donc je vous dis quand même à bientôt au cas où, on sait jamais. Bon, salut tout le monde. Donc on est sur Expédition Viking, on est en train de lancer l'assaut contre Skull, contre Kull. Là, Lopette, l'homme qui s'est caché derrière ses serviteurs pendant toute la partie et qui n'a eu aucune fierté. C'est toi qui as créé cette situation, vieil homme. On va juste vivre en paix, hein. T'es le fils de ton père, tes actions le prouvent. Tu serais devenu un viking dans tous les cas. Je t'ai poussé à réaliser ta destinée plus vite. Et tu veux que je te remercie peut-être? Mon hostilité t'a poussé à devenir un grand homme, mais c'est pas raison de mes actions. L'Empire franc nous menace comme une grande ombre sur nous tous. Une guerre contre les francs est inévitable, à ce moment-là on devra être fort, être unis. Vous étiez un maillon faible. Vous êtes entre Géling et la frontière sud, vous êtes juste sur cette rivière. On serait bien en sécurité si c'est moi qui dirigeais. Bon, trêve de parlotte, tu vas mourir. On n'est pas là pour parler. Alors, il reste 9 personnes. On a un healer, c'est Skull. Bon, ça on s'en fout, c'est pas les healers qui nous posent problème. On a beaucoup... Alors, on peut pas passer ici, bien sûr, parce qu'il y a une barricade. On pourrait la casser, mais voilà. De toute façon, il faudra casser de la barricade. Ok. Bah. Ce sera pas un problème. Aedis. Viens aussi, s'il te plaît. Merci. Voilà. Donc, on a un point de passage. Ok, ça, c'est une chose. Gunnar, tu buffes. J'ai comme dans l'idée que les 25 archers adverses vont nous faire pas mal de problèmes. Qu'est-il? Essaye de flinguer celui-ci, s'il te plaît. Ok. Et si tu voulais tirer sur un autre? Couverture. 95% de chance de toucher. Roskva, donne une deuxième chance à Ketil, s'il te plaît. Ah mais attends, Ketil, il a droit à une deuxième attaque? Tout de suite? Ah oui, il a proc de sa compétence qu'il a une attaque. Chou! 2 archers down d'un coup. Putain, Ketil, on t'arrête plus, mec. T'es chaud comme la braise, mec. Chaud comme la braise. Donne-lui une attaque, s'il te plaît, toi. Il a 75% de chance de toucher encore un archer. Allez, je compte sur toi, Ketil. Me déçois pas, s'il te plaît. Eh bah, dis donc, Ketil, t'as pété 3 mecs en un round. Ho ho! Man. Ah, il en reste un des archers. Hein. Il y en a un là-bas. Il y en a un ici. Non, ici, il n'y en a plus. Là, il y a 3 personnes. Là-bas, il y en a 2. Et il y a encore un autre gars ailleurs. Ah, il y a encore des archers, hein. Mais... Là, du coup, on peut raisonnablement se lancer à l'assaut. Ah, toi aussi, t'as 2 attaques. Ma parole, vous êtes chaud du zboob, les enfants. Allez, Gunnar, t'avances. Voilà. Eh, c'est pas beau, ça. Ah, on a eu un très beau résultat. Du coup, Skull, qu'est-ce qu'il fait, le pétochard? Il se casse? Alors, on a un archer en face. Si c'est un archer... Ce sera pas le bout du monde. Eh, on a quand même pété 3 gars. Ketil a pété 3 gars, hein. Les enfants... Ah, ils ont vu Ketil, maintenant ils ont les pétoches, hein. Oh, un piège. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas bouffé un piège. Bah du coup, tu t'arrêtes là, mec. Toi, j'imagine que tu vas te bouffer un piège aussi. Voilà. Vous restez derrière. Et toi, Gunnar, tu vas me faire un buff. Le buff de résistance physique. Ketil, lui, il est couvert, hein, évidemment. Alors, Ketil, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire ton tir de détection pour annuler la couverture de cette personne. Et tu vas tenter, s'il te plaît, de nous faire un petit miracle. Hop là! 4 archers! Qu'est-il 4?
Tout le reste du combat, zéro. Oh putain. Ce mec est un putain de tueur. J'avoue que là, moi aussi je peux me dire que maintenant mes archers, ils pètent. Allez, allez, au secours. Allez vous battre pour moi s'il vous plaît, j'ai trop les chocottes pour le faire tout seul. Je suis un pétochard. Mais par contre, si vous pouviez tuer les gens en face, ça m'arrangerait. Ah mais il a un bouclier lui. Ah putain, j'avais pas vu. Eh qu'est-il, fais-toi plaisir. Ah mais il a un bouclier, j'avais même pas vu qu'il avait un bouclier aussi cet enfoirou, se mettre enfoirou sur son arbre perchos. Toi, tu vas passer par-dessus son bouclier. Toi Nefcha. Ah c'est Roskva, merde. Bon bah Roskva tu l'as... Bah, par contre Roskva, te mettre au cac, c'était pas l'idée la plus géniale que t'as eu du siècle. Fjolnir. Toi tu vas avancer. Y a pas de raison. Et Hades tu vas te mettre avec celui-ci. Ok, alors... Ah Fjolnir, j'ai une lance. Oui mais t'es un pétochard quand même. Tu passes ta vie à te cacher derrière les autres mon pote. Tu crois que c'est ça qui va te sauver? Ah sur Ketil que tu... Ah ouais bon en même temps Ketil à lui tout seul il a buté tout le monde quoi. Oh oui vas-y fais-moi une attaque d'opportunité. Oh j'ai peur. Roskva, redonne une attaque à Fjolnir s'il te plaît. Bonjour Skull. Regarde, ça s'appelle Excalibur. Oh, t'es mort, Skull. Oh, t'es par terre. Oh là 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 là, que c'est triste. C'est triste. Bon, toi, on va t'enlever ton bouclard. Hein, et d'un seul coup, tu vas faire beaucoup moins le malin. Oh, la personne a de l'armure. Oh, beaucoup d'armure. Beaucoup trop, même si vous voulez mon avis. Il va falloir faire quelque chose contre ça. Qu'est-il? Tu vas prendre une attaque d'opportunité. T'en mourras pas. Presque. Tu l'as manqué? Au corps à corps, tu l'as manqué? Et toi, t'as été trop loin, tu peux pas soigner Ketil. Oh bah donc Ketil il va clamser. Hein. J'avais oublié qu'elle avait déjà utilisé une action sur Fjolnir. Hein, le mec il a pas tué Ketil? Ce mec est teubé. Ah, toi t'as deux actions Fjolnir, hop, voilà, ça c'est fait. Toi Hades, tu viens là, tu vires son bouclier et bah adieu quoi. Adios amigos. Je comprends pas pourquoi il a fait ça. Pourquoi t'es pas resté là à taper Ketil? Tu l'aurais flingué. De toute façon tu vas mourir mec, t'espérais quoi? Bon, bah voilà. Je dirais pas que je suis déçu par ce combat final, mais... Parce que t'as quand même fait beaucoup de combats un peu lourdingues avant. On l'a eu, c'est fini. Que fait-on? On en finit. Adieu l'ami. Et maintenant, le Tegn de chez toi, c'est moi. Il n'est pas éveillé pour sentir la lame de votre sexe lui trancher la gorge. Il n'a pas la capacité de lutter contre la mort, il trouve la mort en silence. Maintenant, je crache sur la dépouille. Je sais, c'est pas gentil de cracher sur un cadavre. Mais, voilà quoi. Bon. Est-ce que t'avais quelque chose? Ah, on peut même pas te looter, toi. Ah si. Rien. T'es vraiment putain de pétochard, toi. En Rurik, j'imagine que t'as été kidnappé et que tu n'as pas eu d'autre choix que de signer ça sans quoi il t'aurait égorgé. Votre frère vous attend au centre de la longère de Skull. Il a l'air indemne, mais quelque chose a changé chez lui. Il se tient droit et lève le menton. Il vous le regarde les yeux dans le vide, alors que vous vérifiez les coins de la maison, que les membres de votre hird prennent position dans la pièce. J'ai causé un véritable chaos, frérot.
Quand t'as pu faire ça? Skull avait de bonnes intentions, tu sais. On est tous vraiment préoccupés par la menace d'une invasion des Francs. Notre clan était si faible, Halfdan m'a permis de comprendre que notre père n'avait pas été un bon chef. C'était pas simplement la conception jalouse de la famille d'Asleifr et de la vieille Erling. Tous nos voisins nous considèrent comme un clan faible. T'as jamais voulu être Tegn? Non, jamais. Mais il n'y a pas de place pour quelqu'un comme moi dans ce monde. Tu m'as dit qu'il y avait de la force dans la sagesse et dans la gentillesse. J'ai toujours eu le sentiment que tu disais ça uniquement parce que tu es mon frère. Pendant un temps, Halfdan et Skull m'ont fait croire que je pouvais trouver une place, mais ils n'ont fait que me manipuler et ça a fonctionné. Est-ce que je le pardonne ou est-ce que je le pardonne pas? Allez, je te pardonne. Je ne mérite pas le pardon, comment pourrais-je me faire oublier? Mais on est de la même famille, tout le monde est de la même famille. Il prend ta main avec hésitation, comme pour conclure le marché, un geste formel entre frères, mais nécessaire apparemment. Votre hirt s'est rassemblé autour de vous, enfin détendu, elle a baissé la garde. Roscoe vous prend dans ses bras. C'est fini, on rentre à la maison. Ici prend fin la saga des odieux projets de Skull Tranche-Crâne contre Fjolnir Sigurdsson. Finalement, Skull a été vaincu, le peuple de Gelling est venu voir le héros déchu ainsi. Que rencontrer son nouveau Tegn par la force des choses. Rurik s'est repenti, il est revenu au sein de votre clan, sa trahison a été pardonnée avec le temps. Cette expérience l'a rendu plus fort, il a surmonté ses peurs pour prendre la place qui lui revenait de droit sur le trône de Skjern. C'est votre vassal à présent. Pour vous témoigner sa gratitude, Constantin, roi des Pictes et de Northumbrie, qu'a-t-il fait? Il m'a octroyé de vastes étendues de terre à travers le nord afin que des conditions de négoce privilégiées ainsi que des conditions de négoce privilégiées. Ok. Nombre des membres de votre clan et de vos nouveaux sujets à Yelling sont partis s'installer de l'autre côté de la mer. Votre peuple s'est intégré aux populations locales, contribuant à l'émergence d'une nouvelle culture mixte. Grâce à votre base aux Orcades, les chrétiens de Bretagne se sont mis à vous traiter avec déférence. Ah, mais il y avait intérêt de toute façon. Votre influence s'est progressivement étendue vers l'Empire franc, finissant par convaincre Charlemagne de renoncer à son projet d'envahir les pays nordiques. Vos efforts pour gagner la loyauté indéfectible de vos compagnons ont payé. Ils sont restés à vos côtés aussi longtemps que vous aviez besoin d'eux. Les Skalds, séduits par cette hirde si soudée, ont fait entrer vos aventures dans la légende. Vous avez fini par épouser Röskva et un magnifique temple a été érigé pour elle à Yelling. Mal à l'aise dans ce rôle public au début, elle a fini par prendre de l'assurance et à l'assumer pleinement. Votre mariage n'a pas été très fertile si on considère le fait que seuls 2 de vos enfants ont survécu. Mais ils ont suivi vos pas et marqué l'histoire à leur tour. Alors sur ce final très falloutesque, puisqu'en fait on vous parle des différentes factions et du coup de ce qui ressort de vos actes, donc les Orcades, les Pictes, ton frère, ce que tu en fais, tout ça, ça te laisse penser que selon les choix que tu fais, et en particulier par exemple le choix par rapport à ton frère, tu peux avoir des petites cinématiques de fins différentes. L'idée c'est clairement d'essayer de créer une espèce de rejouabilité afin la prochaine fois par exemple de voir le final
avec Ethelred qui domine, ou un final où tu aurais tué à la fois Ethelred et les Pictes. Bon. Alors, ce jeu, Expédition Viking, qu'en penser? Bah, globalement du bien, mais un sentiment de choses tout à fait améliorables. Donc, je vais commencer par le bien. Il y a beaucoup de bien. Non, je vais pas commencer par le bien. On va le garder pour la fin parce que vraiment le bien, il est comme tout à fait majoritaire. Ce jeu, il a quand même quelques points tout à fait négatifs. Ce sont pas des points rédhibitoires. Ce ne sont pas des points qui empêchent de profiter du jeu. Donc j'insiste là-dessus. Même si je veux parler de points négatifs, ça restera tout de même pas trop négatif. Donc, premier point négatif, il y a quand même des bugs sur ce jeu. Ça, c'est pas... à la limite, c'est pas encore très grave. C'est un jeu qui est sorti il y a quoi? Il y a un mois et demi. De nos jours, plus aucun jeu ne sort sans bug. Hein. Ça fait bien longtemps que ça n'existe plus, tout ça. Hein. Ça dit même dans les années 90, les jeux étaient buggés. Hein. Souvenez-vous, Might and Magic 7, sa version VF qui est sortie. Il y avait un bug tout à fait gênant, puisque l'objet pour faire une promotion de classe pour les voleurs n'existait pas sur la VF, par exemple. Ce bug n'a jamais été corrigé. Vous voyez, donc... des bugs, il y en avait quand même. Voilà, même sur les anciens jeux, mais là, des bugs, somme toute, j'en ai rencontré peu. Il y avait un bug de timeout sur certaines attaques. Donc, d'une part, lié à Gungnir. Ce qui fait que Gungnir, vous n'avez pas eu envie de l'utiliser. D'autant que Gungnir a un deuxième bug qui est qu'elle blesse vos compagnons. Alors que normalement, elle est censée blesser les ennemis sur le chemin, pas vos compagnons. Il y a eu le bug de timeout aussi sur la tentative d'éteindre le feu sur Aedis lors du combat contre Hrothgerda. Bon, il y a eu quelques bugs. Il y a eu un certain nombre de plantages. Quelques plantages. Là, c'était carrément des plantages PC. Hein. Mais somme toute, c'était pas tellement bon. Parce que honnêtement, si vous avez regardé la vidéo de présentation d'Aqwartz, qui est sortie juste après la sortie officielle du jeu, donc il a dû sortir, il a dû la faire la première semaine du mois de mai, je pense. Honnêtement, il le dit lui-même, il y a énormément de bugs, dont un certain nombre de bugs qui empêchent le jeu de se terminer. Et ça, c'était relayé sur les forums. Et il y a eu des patchs assez rapidement, entre le 5 et le 10 mai, je crois qu'il y a eu 2 patchs, ou le 3 et le 10 mai, ou un truc comme ça, il y a eu 2 patchs. Et suite à ces patchs, il n'y a pas vraiment, il y a plus vraiment trop eu de problème, parce que si vous lisez les forums, il n'y a plus, ou même les évaluations sur Steam, les évaluations qui datent d'après ces patchs ne font plus vraiment état de trop de bugs. Et du coup, ça amènera sur un autre point positif à la fin. Donc quelques bugs, mais rien de méchant et rien qui n'empêche clairement de jouer. Pour moi, il y a un gros point négatif sur ce jeu, qui est quand même assez lourdingue, c'est la gestion des événements dans le monde. Que des événements dans le monde arrivent régulièrement, oui, c'est bien, c'est même une excellente idée, ça permet de casser la routine des trajets. Tu dis pas je vais d'un point A à un point B, et puis je surveille pas mon écran, et puis voilà, et puis bon, quand il y a un campement, je clique bêtement, et puis basta. Non, c'est un jeu qui peut devenir très routinier. Donc le fait qu'il y ait des events, ça va effectivement casser la routine. Le problème, c'est que ces events, dans une grande partie des cas, ils n'apportent rien. Et surtout, il y a beaucoup d'events qui sont des events répétables et répétés, qui vont arriver avec une certaine fréquence, qui sont stupides, qui n'apportent rien au jeu, qui vous font juste perdre du temps et des ressources.
mais sans que vous ayez une prise dessus. Je veux dire, l'event par exemple du personnage qui s'arrête pour picoler dans de l'eau croupie, non. Qu'il arrive une fois dans le jeu, je veux bien. 2 fois, c'est déjà lourdingue, mais bon. Mais pas plus. Pas plus. Là, j'ai dû l'avoir au moins 5 fois cet event. C'est chiant. Je veux dire, ça sert à rien. Ça n'apporte rien au jeu, ça n'apporte rien au gameplay. C'est pas comme si en même temps tu manquais de remèdes et que ça t'oblige derrière à essayer d'aller acheter des plantes ou machin pour en refaire. Non, t'as tellement de remèdes, c'est ridicule. T'en as rien à foutre les remèdes que ça te coûte, tu t'en fous. Donc ce que ça te coûte, ça n'a aucun impact, ça n'a aucune importance. Ça t'oblige juste à recamper derrière. Et c'est chiant. C'est comme l'event où Hades elle ramène son tonneau de bière. Ça sert à rien, ça n'apporte rien, si ce n'est que soit tu lui dis non et alors les gens sont pas trop heureux, soit tu lui dis oui et alors bah du coup les gens ils sont heureux mais du coup ils sont bourrés et il faut refaire un campement et ça sert à rien. Donc l'un dans l'autre, bon un event comme ça que ça arrive une fois dans le jeu, je veux bien. Parce que ça apporte quelque chose, la première fois que tu as cet event, voilà, ça t'apporte quelque chose, tu vois, ça te sort de ta routine. Mais tu te rends compte que ça sert à rien, que ça n'a aucun impact sur le jeu, que ça t'oblige juste à te reposer une fois supplémentaire. Bon. Et donc le fait que ces events-là se reproduisent, non. Franchement non, pour moi ça c'est une faute de design. C'est pas une faute grave, c'est une petite faute de design. Et au niveau des events, je me serais attendu à plus d'events, peut-être un peu plus marquants. Par exemple, ton père, la quête qui te demande d'aller savoir ce qui est arrivé à Saïrd, c'est quand tu lootes ce cadavre près du poteau indicateur dans la carte des marées. Alors déjà, le cadavre, tu le vois très peu. Donc je pense que énormément de gens vont passer à côté sans le voir. Alors que tu aurais pu avoir un event lors d'un voyage dans une zone située autour du marais. Ils auraient pu faire un event où tu trouves un cadavre et ce cadavre il a cet objet par exemple, il a ce pendentif. Ils auraient peut-être pu faire 2 ou 3 events de plus reliés à cette quête. Vous trouvez par exemple le fait que la hache de ton père soit entre les mains du gars là, je sais même plus comment il s'appelle, le rusé là. Stein le rusé. L'âge de ton père, tu aurais très bien pu la trouver à un moment donné sur un lieu d'une bataille. Enfin, je sais pas, t'aurais pu essayer de trouver ou l'âge de ton oncle. Enfin bref, je sais pas. Ils auraient pu essayer de ou les casques que tu trouves dans les tombes. Enfin, voilà. Je trouve que peut-être que ça aurait pu être géré par des events, tu vois, plutôt que d'avoir des events qui servent à rien, qui se répètent et qui sont juste lourdingues et chiants. Peut-être des events qui t'auraient permis de trouver quelques richesses ou qui t'auraient permis de rencontrer un marchand ou deux de plus. Enfin bon, je sais pas. Je suis pas penché forcément trop sur la question, mais voilà, à jouer tous ces events qui se reproduisent là, c'est mal fait. C'est mal pensé. Alors que ça peut être corrigé très facilement et très rapidement. Hein. Donc ça, somme toute, c'est mineur. Mais ça enlève une partie du plaisir. Et en particulier la fois où je suis allé chez le roi Arthur et puis que je me suis payé comme ça 4 personnes blessées sans qu'il y ait eu un seul blessé au combat, hein, s'entend. Tout ça à cause des events. Sur le coup, j'ai trouvé ça ultra lourdingue. Et chiant. Voilà. Des accidents peuvent arriver dans la vie, mais là ils arrivent un peu trop souvent. Ou alors l'event, la personne a mal à la dent, vite il faut 10 ficelles pour lui arracher. Oui. Bon. C'est un event qui sert à rien. Voilà, donc la gestion des events, pour moi,
C'est un truc qui n'est pas du tout maîtrisé sur ce jeu, qui est pas du tout exploité correctement et qui laisse clairement à désirer. Pour le négatif, ensuite il y a l'histoire. C'est malheureux de dire ça, parce que sur un jeu avec un background historique aussi riche et somme toute aussi bien exploité, parce que je trouve que le background est bien exploité, même si il y a quelques erreurs de date, quelques anachronismes ou imprécisions, ou voilà. L'un dans l'autre, c'est plutôt le background en lui-même est très bien exploité. Mais si le background est bien exploité, l'histoire, elle, d'abord elle est trop prévisible. Je veux dire, avant la fin, j'avais dit, voilà, il va avoir un combat. Skull, forcément, il va être jeté lors de l'alting, mais il va quand même attaquer ta ville, et il attaquera pas lui-même, et tu vas le battre contre Gerda, et après, Skull, forcément, il faudra que tu ailles le chercher chez lui. Cette fin, elle est tellement évidente, je veux dire tellement évidente, que du coup, ça n'a pas réellement de sens. Enfin, tu t'attends à rien, quoi, je veux dire. T'as pas de surprise, t'as rien. Et durant tout le jeu, tu n'as pas de surprise. Tu n'as pas de rebondissement au niveau du scénario. Le scénario, c'est... Bon, dès le départ, tu sais que forcément parmi les Tegn qui sont là, il y en a forcément au moins un qui va pas être ton pote. Tu sais tout de suite, très rapidement, qui est ton ennemi. Donc tu pars en Angleterre, de toute façon t'as pas vraiment le choix. Une fois que t'es en Angleterre, il y a 2 royaumes. Bon bah voilà, dans chacun t'as un roi avec un ennemi. Donc tu te doutes bien que voilà. Au niveau de l'histoire, somme toute, c'est une histoire, je veux pas dire linéaire, mais relativement quand même. Et mais avec suffisamment d'embranchement pour choisir à quel moment tu fais quelque chose. Est-ce que tu commences par aider les Pictes? Est-ce que tu vas aider la Northumbrie? Est-ce que tu vas aider Osred? Est-ce que tu vas plutôt aider Ethelred? Parce que j'imagine que tu peux aider Osred contre Ethelred. Après, j'en suis pas sûr, hein, mais peut-être. Peut-être pas, hein, finalement, je sais pas. Dans tous les cas, ouais, l'histoire est trop prévisible, il y a 0 rebondissement. Tu as la possibilité à la fin de choisir, est-ce que tu laisses la Northumbrie prendre le contrôle de la Bretagne et devenir ton allié? Est-ce que tu laisses les Pictes prendre le contrôle de la Bretagne et être tes alliés? Est-ce que tu décides d'éliminer tout le monde? Voilà, c'est un peu le seul vrai choix qu'il y a. Le deuxième choix, c'est est-ce que ton frère tu le tues ou est-ce que tu le pardonnes? Bon. Donc au niveau de l'histoire, je pense qu'une histoire... Alors, il n'y a pas forcément besoin derrière qu'il y ait des rebondissements de fou, des trucs machin. Mais l'histoire est quand même prévisible. Donc l'histoire n'est clairement pas un point fort de ce jeu. On sait dès le départ où le jeu veut t'emmener. Il te le cache pas. Skull est ton ennemi. Tu vas aller en Angleterre. T'as X mois pour réussir à conquérir l'Angleterre ou à te faire des alliés puissants. En sachant que Skull va te mettre des bâtons dans les roues. Et pour revenir, et tu sais qu'à la fin, Skull, de toute façon, quelle que soit la décision lors de l'alting, il va attaquer ton village, et qu'après, il faudra que tu ailles le tuer, parce que tant que tu le tues pas, il s'arrêtera pas. Tout ça, tu le sais relativement dès le début, donc il y a vraiment 0 surprise. Et au niveau de l'histoire, ce que moi j'ai trouvé particulièrement décevant, bon, parce qu'après que l'histoire du jeu soit plutôt straightforward, ça c'est pas gênant. Qu'elle soit prévisible, c'est pas tellement gênant. Moi, ce qui m'a vraiment le plus déçu, c'est la hirte de ton père. Ton père, tu vas... Dès le départ, tu rencontres son frère. Enfin, dès le départ, assez rapidement. Tu lui demandes de parler de ton père. Il refuse parce qu'il te dit il y a des secrets, il y a des machins. Donc tu te dis, il s'est passé quelque chose là-bas. Mais quoi? Et t'as envie de savoir quoi? En tant que joueur, moi, en tout cas, j'ai envie de savoir quoi. Je suis arrivé là-bas. Et il y a eu une quête à un moment donné qui m'a dit savoir ce qui est arrivé à la hirte de ton père. Et je me suis dit super, on va savoir comment il est mort, pourquoi, qui l'a tué, qu'est-ce qui s'est passé. Tout ce que ton oncle te laisse penser, c'est qu'à un moment donné, sa hirte s'est séparée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, tu suis cette quête, tu trouves le village, et à l'intérieur du village, tu trouves 3 tombes de vikings, et puis c'est fini, c'est tout. Et là, tu as juste ton personnage qui dit c'est ici qu'a eu lieu son dernier combat, il a été poursuivi. Et là tu dis mais
what the fuck quoi? Par qui? Par quoi? Pourquoi? Comment ça s'est passé? Et finalement, t'en sais foutre rien. T'as aucune réponse par rapport à ce qui est arrivé à ton père. Et je veux dire, alors que tu marches dans les traces de ton père pour faire mieux que lui, en tant que joueur, j'ai trouvé ça hyper décevant de pas savoir ce qui s'était passé. Ok, j'ai trouvé l'endroit où il est mort. Certes, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir où il est mort, c'est de savoir pourquoi, comment, savoir qui le poursuivait et qui l'a tué. C'est ça qui... Pourquoi est-ce qu'il y a eu des dissensions dans Saïrd? C'est tout ça, moi, qui m'intéresse. Et toutes ces questions, tu n'as aucune réponse. Bon. Alors, au-delà de ces points négatifs, il y a aussi quand même des points très positifs. Point positif numéro 1. J'ai joué à ce jeu. Et tout le long de la partie, bon, je pense que j'en ai eu pour un peu plus de 30 heures, je dirais près de 35 heures. Tout le long de la partie, je me suis pas fait chier. J'ai jamais ressenti à un moment donné l'envie que ça se termine au plus vite. Et là, maintenant que le jeu est terminé, je suis un peu triste parce que, somme toute, je me suis pris d'affection pour Fjolnir, pour Saïrd. Et j'ai vraiment apprécié mener ces gens au combat. J'ai apprécié les mener vraiment sur toute cette aventure. Je me suis amusé tout le long du jeu. Et est-ce qu'on peut trouver un point positif mieux que ça? Non, je crois pas. Parce qu'un jeu vidéo, fondamentalement, c'est là pour t'amuser. Et ce jeu, bah, je m'y suis amusé, non-stop. Il y a eu des moments où ça m'a un peu énervé avec les événements à la con. Heidi s'arrête et elle boit dans le ruisseau, machin, ouais, ok. Mais en dehors de ça, je veux dire, je me suis amusé vraiment sur ce jeu. Beaucoup plus que sur un Icewind Dale 2, par exemple. Certainement plus que sur un Icewind Dale. Alors que c'est un jeu qui est quand même plus long. Hein. On a un jeu qui est sur la durée d'un Baldur's Gate, hein, par exemple. Donc, voilà. Après, je pense que parmi les points négatifs, j'en ai oublié un, c'est la rejouabilité. Je pense que ce jeu, au bout d'une dizaine d'heures de jeu, je pensais que ce jeu aurait une rejouabilité géniale. Et au final, je pense qu'il doit avoir une rejouabilité assez faible. Parce que finalement, il y a peu de choix dans ce jeu. C'est un territoire qui a une petite taille. Alors qu'on va se dire, on a quand même une bonne partie de l'Angleterre et tout. Mais finalement, il y a peu de zones à visiter. Et il y a assez peu de choses à faire si on regarde d'un peu plus près. Donc c'est pas un jeu avec une rejouabilité fantastique. Si j'avais activé la limite de temps, qu'est-ce que je n'aurais pas pu faire? Certainement, si je devais jouer sans la limite de temps, c'est probablement les quêtes de chasseurs de primes que je ne ferai pas. Elles apportent de l'or, je m'en fous, j'en ai tellement, je sais plus quoi en faire. Et elles apportent 8 points de compétence. Je pense qu'avec 8 points de compétence de moins, ça changeait rien sur les personnages. Du coup, par contre, elles m'ont fait perdre globalement plus d'une semaine, je pense. Et c'est ce qui m'aurait manqué si j'avais eu la limite de temps. Donc, l'un dans l'autre, je peux même pas dire, à cause de la limite de temps, t'es obligé de zapper la moitié du jeu. Et du coup, là, t'as une rejouabilité parce que tu vas pouvoir faire l'autre moitié du jeu sur une autre partie. Non. Là, même si tu joues avec la limite de temps, tu peux faire 90% du jeu, je pense. Du coup, oui, bon, tu vas quand même peut-être faire rejouer, mais tu vas te retaper quand même une grande partie du jeu à l'identique. Et c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage. Après, tu peux avoir une approche un peu moins diplomate. Même si la diplomatie ici, j'ai pas l'impression qu'elle m'a clairement évité de faire certains combats, mais peut-être pas autant que je l'aurais souhaité. Bon, mais en dehors de ça, je me suis amusé sur ce jeu. Oui, clairement. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'apprécie beaucoup une chose, c'est la réactivité des développeurs.
Le jeu a priori est sorti dans un état catastrophique à sa sortie. Un mois après, il est dans un excellent état. Bon, il y a encore deux trois petits bugs de ci de là, mais il n'y a rien qui empêche de jouer. Et franchement, moi quand j'ai vu la vidéo d'Aquart et quand j'ai lu les retours début mai sur ce jeu, je me suis dit ouais, parce que ce jeu il me faisait clairement de l'œil, hein, mais vraiment clairement. Et je me suis dit bon bah bon allez, avant septembre-octobre c'est pas la peine. Et puis j'ai craqué quand même fin mai ou mi-mai parce que je me suis dit bon allez, voilà quoi. Et je regrette pas, hein. Franchement, je regrette vraiment pas cet achat parce que les développeurs ont fait un travail excellent assez rapidement. Donc je suis vraiment très satisfait. Je suis content de voir que le background historique a été très bien utilisé avec les rivalités entre clans, avec le raid sur Lindisfarne pour impressionner les chrétiens et faire en sorte qu'ils ne s'attaquent pas à nous. Enfin, il y a un certain nombre de choses comme ça au niveau du background qui sont plutôt bien gérées, utilisées. Donc, non, moi j'ai bien aimé. Franchement, cette ambiance, ce background et tout, vraiment pas mal du tout. Au niveau du système de combat, il est tout à fait efficace, tout à fait pertinent. Il y a certains skills qui sont par contre beaucoup trop abusés. Alors sur le papier, il y a un skill qui est ultra abusé, c'est exécution. Le truc, c'est que exécution, il est ultra abusé, mais de toute façon, tu two-shot quasiment tous tes ennemis. Exécution, l'intérêt, c'est que tu lances un round et au deuxième round, tu tapes. Et là, l'ennemi meurt s'il n'est pas mort. Ça veut dire que, en fait, exécution, c'est surtout fat face à un ennemi qui aurait survécu au moins 3 rounds. Et dans ce jeu, les ennemis qui survivent au moins 3 rounds, ou à 3 attaques, il n'y en a pas beaucoup. À part à la toute fin du jeu. Mais avant la toute fin du jeu, il y en a de toute façon pas beaucoup. Des ennemis qui sont capables de survivre. Du coup, exécution, j'ai d'ailleurs très peu utilisé avant la fin. Et même à la fin, je n'ai pas utilisé tant que ça. Parce que finalement, il n'y a pas réellement besoin de s'en servir. Ça entraîne par contre un autre point que certains penseront négatif. Moi, je trouve que finalement, c'est pas plus mal. C'est que dès le début, enfin assez rapidement dans le jeu, au bout du 7, 8, 10 heures, tu vas créer des gens pour ta hirde. Et les gens que tu crées, tu peux directement les mettre au max en craft. Parce que tu as suffisamment de points de compétence. Et que comme c'est un jeu où disons globalement, avant très longtemps, tu te sers que de 5 personnes, les 5 autres personnes de ta hirde, tu les montes pas en combat, ça sert à rien. Tu les montes en craft et en compétences de campement. Puis ça te permet de faire des campements efficaces qui vont te rapporter des ressources ou éviter de t'en coûter trop. Et en même temps où tu vas te fabriquer des objets. Et donc très rapidement dans le jeu, tu peux avoir accès. Bon, moi au niveau du craft, j'ai attendu une quinzaine d'heures. J'aurais pu 4 ou 5 heures plus tôt le faire. Bon, cela dit, voilà. Mais tu peux te crafter les meilleurs items du jeu parce que l'épée que je me suis crafté, certes Excalibur, elle est mieux. Bon, ça reste la meilleure épée du jeu, mais en dehors d'Excalibur, voilà. Et l'épée que tu craftes, c'est certainement la deuxième meilleure épée du jeu, ou peu s'en faut. Et par rapport à Excalibur, elle est pas tellement moins forte. Bon, le truc c'est qu'Excalibur, tu peux pas la bloquer, ce qui en fait une arme complètement délirante. Mais au niveau de l'arc, par exemple, tu trouveras pas beaucoup d'arcs bien meilleurs que celui que tu vas crafter. Donc le loot endgame, c'est effectivement les meilleurs objets. L'arc que j'ai donné à Ketil, qui avait plus 5 en pénétration d'armure par exemple. Mais globalement, le stuffcraft, jusqu'à la toute fin du jeu, il est un bas. Et du coup, forcément, ça te donne un avantage très net sur tes ennemis et ça te permet de remporter les combats assez facilement. En fait, tant que t'as pas accès au craft,
Par exemple, souvenez-vous au Danemark, à chaque fois qu'il y avait des combats, j'en chiais. J'ai eu quand même pas mal de blessures au début du jeu. Et dès que j'ai commencé à m'équiper un peu, ça y est, c'est terminé quoi. Parce que mes adversaires, je leur faisais du one shot ou du two shot, et puis du coup, ça passait vachement plus facilement quoi. Et le craft est vraiment très fort sur ce jeu. Et tu peux le booster très très rapidement. Et du coup, bah, c'est bien quoi. Ça te permet de pas galérer comme un con. Et de pas être obligé de faire des campements à chaque combat. Et ça j'apprécie parce que sinon ça peut devenir ultra répétitif. D'autant qu'avec le système de combat, euh, les combats sont longs. Donc le fait d'avoir des armes plus courtes qui te permettent de faire durer les combats un peu moins longtemps, c'est pas du luxe. Vraiment pas du luxe. Donc le système de combat très bien. J'ai apprécié la gestion des skills. Les skills sont tout à fait efficaces. Donc comme je disais, il y a certains skills qui semblent un peu abusés, comme exécution, pour qu'il n'est pas tant que ça. Euh, il y a le skill qui permet de transférer une attaque à quelqu'un. Tu donnes ça à tes healers. Et parce que les healers, bah, ou alors, bon, tes healers ils peuvent utiliser un arc aussi. Mais tes healers, s'ils peuvent transférer un skill, parce qu'au départ, avec leur point de compétence, t'as autre chose à faire que de les développer à l'arc. Hein. Et bah, c'est bien. C'est très bien. Du coup, il y a effectivement des choses qui sont balèzes, mais globalement, tout est utile. Avoir une hache à une main, c'est hyper utile parce que dans ce jeu, les boucliers sont super forts. Là, mes persos, Hades ou Fjolnir, bloquaient littéralement tout. Donc, automatiquement, les boucliers, ça en fait des outils très très puissants. Donc quand les adversaires ont des boucliers, forcément, eux aussi, ils vont bloquer beaucoup de tes attaques. Donc qu'est-ce que tu as envie de faire? Bah, ce que tu as envie de faire, c'est d'enlever le bouclier. Donc soit il faut le casser, ça va te consommer beaucoup d'attaques, et l'adversaire peut le réparer pendant son tour. Soit bah, tu utilises des haches et tu fais la déviation de bouclier. Et ça, les haches, pour moi, ça, c'est l'un des skills les plus puissants du jeu. La déviation de bouclier à la hache. Et j'ai trouvé que la hache était une arme absolument obligatoire. Jouer une Hyrde sans hache, c'est vraiment se compliquer la vie. Après, il y a peut-être des trucs et des choses que j'ai pas essayé, genre et le combo exécution jet de pierre. Ça, j'ai pas essayé par exemple. Mais vraiment, j'ai trouvé que les armes sont bien. Les armes à allonge sont pratiques parce que quand t'as tes deux gars avec les boucliers devant qui tapent, c'est bien d'avoir derrière Nefia et Gunnar qui sont capables de frapper eux aussi. Mais après, j'ai quand même surtout trouvé les arcs abusés et surtout chez les ennemis. Les ennemis à l'arc, ils te font des dégâts mais complètement cheatés, complètement abusés. Et ça ressemble vraiment à rien quoi. Franchement, l'archerie, c'est très puissant. Très très puissant. Bon, ça dit au cas qu'un Gunnar avec une bonne hache à deux mains, il défonce. Hein. Le problème, c'est que l'archer, il fait hop, tir rapide, pif paf, deux flèches et ton Gunnar, il est par terre quoi. Donc, vraiment, l'arc, c'est un truc vraiment trop fort quoi sur ce jeu. Euh, à part ça, bah à part ça, voilà, bon jeu. On s'amuse, il y a assez de diversité. C'est un jeu qui évite les routines. C'est un jeu qui, malgré son système de combat, ne devient pas répétitif. Ça, c'est sur les jeux comme ça, en combat tactique, genre les XCOM, les Shadowrun, les machins. En général, je me fais assez chier sur ces jeux-là parce que le système de combat est lent. C'est assez rébarbatif, c'est assez répétitif. Sur Expédition Viking, les combats se font contre des ennemis que tu tues assez vite, qui sont toujours plus nombreux que toi, mais jamais trop nombreux. Bon, un combat ça peut prendre 5-10 minutes, mais voilà, ça prend pas 3 heures et tu t'ennuies pas quoi.
Donc franchement, les systèmes de jeu, le gameplay en lui-même, il est bien pensé. Les systèmes fonctionnent bien. Euh, on s'ennuie pas, on se prend pas la tête, on se fait pas chier, on apprécie ce qui se passe. Et du coup, voilà, comme dit, moi je suis arrivé au bout de ce jeu et ce jeu m'a tenu en haleine. Certes, j'ai été déçu au niveau de l'histoire, un peu. Je suis content à titre personnel parce que dès que j'ai vu Rostkva, je me suis dit ah c'est la nana émo gothique, c'est elle qui me plaît là, donc voilà. Et du coup, bah, je suis content à la fin d'avoir pu me marier avec elle. Voilà. Donc ouais, vraiment un jeu à faire, un jeu que je vous recommande. Et sérieusement, un jeu qui marche très bien. Les bugs sont tout à fait oubliés, hein, c'est de l'histoire ancienne. Alors que le jeu est sorti il y a à peu près un mois, quoi. Donc vraiment, ça a été très vite, ça a été très bien géré. Les développeurs ont fait du bon taf. Sérieusement, voilà. Si vous aimez les jeux un peu jeux de rôle, si vous aimez les jeux avec une histoire, si vous aimez pouvoir être le gentil diplomate ou le vilain qui bastonne tout, si vous aimez les jeux où il faut réfléchir mais pas trop, parce que quand même c'est un jeu facile, hein. Ok, j'ai joué en difficulté normale, mais les combats sont passés très facilement. Il n'y a que le combat contre Haute-Garde à la fin là, qui a été un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup d'archers. Mais en dehors de ça, c'est quand même globalement un jeu plutôt facile. Donc c'est vraiment un jeu où vous n'allez pas vous prendre la tête. Euh, et c'est plutôt pas mal. Donc voilà, si vous aimez les jeux fun, faites-le. Voilà. Donc c'était Expédition Viking. Et bien on se retrouve bientôt pour un autre jeu. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Ciao, ciao tout le monde. Salut tout le monde. Alors en petit bonus, je vais essayer de voir à la fin si je tue Rurik pour le punir de sa trahison. Comment as-tu pu... Tu ne mérites pas d'être Tegn. Tu nous as trahis, tu dois mourir pour ça. C'est vrai, je suis désolé Rurik. Fallait pas nous trahir. Alors, on va voir ce que ça donne. Ce monde était trop cruel pour un homme comme Rurik. J'espère qu'il est enfin en paix. Alors, qu'est-ce que ça va changer du coup? Skull est vaincu, oui, ok. Votre frère Rurik a eu des funérailles dignes de ce nom à la demande de votre mère. Sans son aide, vous n'avez pas d'autre choix que de diviser votre attention entre Yelling et Skjern. Bien que tout le monde s'accorde à dire que vous avez été un bon Tegn, ce ne fut pas une tâche aisée. Ok. Bon, le reste on l'a déjà vu. Ah, on peut même pas passer cette cinématique. Bon, du coup, c'est vraiment, comme dit, un final à Fallout, hein, où en fonction de vos choix par rapport à certains personnages ou certaines factions, bah, vous avez une petite cinématique à la fin. C'est agréable parce que ça vous donne un sentiment de d'avoir vraiment accompli quelque chose, quoi. C'est pas une fin préenregistrée ou qui va se passer, quoi que vous ayez fait dans le jeu, qui va se passer d'une certaine façon. Là, la fin respecte ce que vous avez fait sur le jeu. Et somme toute, c'est bien. On a le sentiment que vraiment ce qu'on a fait, ça n'a pas été en vain. Et ça n'a pas été invisible.
Mais que... je vais pas dire que ça a servi à quelque chose, mais... C'est un petit peu l'idée, quoi. Bon, tu me fais toujours que 2 enfants qui ont survécu, toi, Roscla? Bon, ça y est, moi, ça me suffit, hein. Là, c'est pareil. Et si jamais c'était Nefia plutôt que Roscla? Et si jamais tu es avec Ketil? Ah ah, bonne question, hein. Et j'ai pas l'intention forcément de rejouer le jeu 10 fois pour tester toutes les romances possibles. Donc voilà, c'était une petite fin alternative avec la mort de Rurik. Ciao tout le monde.